bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine encore pour parler d'un aspect de la vie au Canada. Et cette fois-ci, on va parler des démarches administratives à faire quand on arrive au Canada et en particulier à Toronto. Il y a des choses qui vont changer suivant la province où vous allez vous installer. Si jamais vous n'êtes pas en Ontario, je vous recommande de vérifier les informations que vous allez voir dans cette vidéo pour être sûr que ça s'applique à votre cas. Mais il y a quand même des points qui s'appliqueront qu'importe la province où vous décidiez de vous établir. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis quelques mois. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations, que vous soyez intéressé par l'immigration au Canada comme moi ou que vous ayez décidé de venir nous voir pour passer des vacances. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je poste au quotidien la vie en français à Toronto. Alors comme je vous disais en intro, on va parler des 9 démarches administratives qu'il faut faire quand on s'installe en Ontario ou au Canada en général. Et on va commencer tout de suite avec la démarche numéro 1. La première chose que vous allez faire quand vous allez arriver au Canada, peu importe où vous arriviez, il va falloir activer votre visa. Que vous soyez en PVT, que vous soyez en résidence permanente, n'importe quel statut que vous ayez, vous allez devoir passer par la case immigration pour faire activer les documents que vous avez. Vous aurez une lettre d'introduction en fait à présenter, entre autres, parce que vous avez d'autres documents, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là aujourd'hui, mais vous avez une liste de documents à présenter, il va falloir vous présenter à l'immigration. Ils vont regarder tous vos documents et à partir de l'examen de ces documents, ils vont vous délivrer votre permis de travail, en tout cas votre document, votre visa suivant ce que vous avez. Attention, j'ai quelques conseils par rapport à ça. Déjà, le premier, c'est que c'est à votre point d'entrée au Canada qu'il faut le faire. Donc si jamais, par exemple, vous allez à Toronto, mais que vous avez un vol qui s'arrête à Montréal, où vous allez descendre de l'avion, c'est à Montréal qu'il va falloir faire ce passage à l'immigration. Et ça, c'est vraiment c'est un point hyper important parce que malheureusement, j'ai vu plusieurs de mes abonnés dans les derniers mois se voir refuser en fait à Montréal, par exemple, de faire le visa. On leur a dit non, vous inquiétez pas, c'est à Toronto qu'il faut le faire. Sauf que le problème, c'est que quand on n'est pas forcément à l'aise, qu'on ne sait pas, on n'est pas sûr de ces informations, on fait confiance à la personne qu'on a en face de soi. Sauf que la personne qu'on a en face de soi, ça reste un humain qui peut se tromper. On espère quand même que c'est des gens qui sont au courant de comment ça se passe, mais ça arrive que l'information ne soit pas bien communiquée et j'ai plusieurs abonnés qui se sont retrouvés à arriver à Toronto avec l'impossibilité de faire leur visa parce qu'on leur a dit vous n'êtes pas rentré sur le territoire à Toronto, vous êtes rentré à Montréal. C'est Montréal qui aurait dû vous faire votre visa et donc là en fait on est bloqué. Donc vraiment, ça peut vous mettre dans une situation très très compliquée et où vous allez déjà d'entrée devoir vous battre avec l'immigration, à passer des coups de fil, à aller dans les bureaux, à essayer de trouver le bon interlocuteur. Ça va rajouter une pression supplémentaire à toute la pression qu'on a déjà quand on déménage dans un autre pays. Donc ça, c'est le point vraiment sur lequel je veux insister et qui est très très important. Et honnêtement, sans les retours de mes abonnés, j'aurais même pas été au courant parce que moi, ça m'est pas arrivé. C'est que votre point d'entrée au Canada, c'est à cet endroit-là qu'il faut passer l'immigration. C'est pas plus tard. Donc si vous avez encore une fois un arrêt à Montréal, que vous descendez de l'avion, que vous reprenez un vol après pour Toronto, pour Vancouver, pour Calgary, n'importe où, c'est à Montréal qu'il faut faire le passage à l'immigration et donc vous repartirez de Montréal avec votre visa. Le deuxième conseil aussi que je vais vous donner, parce que c'est pareil, c'est quelque chose que je vois passer malheureusement régulièrement sur les groupes Facebook des Français à Toronto, quand votre interlocuteur à l'immigration vous délivre votre visa, vérifiez bien que la date d'expiration soit correcte, donc par exemple pour les Français dans le cas d'un PVT, que ce soit bien 2 ans après. Je dis pour les Français parce que ça change, pour les Belges c'est 1 an, donc là je parle, je vous invite à vérifier que les conditions de votre visa soient bien respectées parce que, encore une fois, c'est un humain que vous avez en face de vous et l'erreur est humaine. Donc ça peut totalement arriver. C'est beaucoup plus facile de régler le problème quand vous êtes encore sur place en disant à la personne « Pardon, excusez-moi, mais en fait mon visa il est valable de 2 ans, je vois que j'ai qu'1 an, est-ce qu'on peut le rectifier ?» plutôt que rentrer chez vous et vous en apercevoir quelques jours après. Et là, c'est une galère de trouver le bon interlocuteur à distance. Attention, c'est quelque chose qui est plus courant que ce qu'on pense. Et la troisième chose bonus que je n'avais pas noté mais j'y pense maintenant, c'est aussi de bien avoir une assurance qui couvre la totalité de votre PVT. Parce que ça aussi, c'est une erreur qu'on a vue plein de fois à travers les années. C'est qu'il y a des gens qui viennent avec une assurance de seulement 1 an,
avec un PVT de 2 ans. Et en fait, votre PVT, même s'il est techniquement de 2 ans, si votre assurance, elle est que d'1 an, on va vous délivrer un visa qui sera que d'1 an. Parce que c'est l'assurance qui va valider la durée, parce que l'assurance est obligatoire, donc il faut absolument avoir une assurance qui va jusqu'à la fin de votre visa. Sachant qu'en plus, maintenant, les assurances, en tout cas moi celle que j'avais, maintenant j'ai vu qu'elles remboursaient les mois qui n'étaient pas utilisés si jamais vous décidiez de rentrer plus tôt de votre PVT. Donc il vaut mieux se dire qu'on prend les 2 ans et qu'on se fera rembourser par exemple les 3 derniers mois, 6 derniers mois, la dernière année, si jamais ça ne nous plaît pas, plutôt que de prendre le risque en fait de venir avec 1 an d'assurance en se disant « Oh, avec un peu de chance, ça va passer », parce qu'il y a de très grandes chances que ça ne passe pas et que vous vous retrouviez avec un visa d'1 an et après, impossibilité de le prolonger. Une fois que c'est fait, c'est fait. Parce que là, c'est une erreur, c'est pas une erreur de la part de l'immigration, c'est vous qui volontairement n'avez pris qu'1 an d'assurance, donc vous n'avez qu'1 an de PVT. J'espère que c'est clair. En tout cas, cette partie-là, c'est hyper important. Ça, c'est vraiment un point sur lequel j'insiste parce que ce passage à l'immigration, ça peut vraiment changer votre début d'expérience ici. J'ai un abonné l'année dernière qui a eu des grosses difficultés parce qu'à Montréal, on ne lui a pas fait son PVT. À Toronto, ils ne voulaient pas lui faire parce qu'ils lui ont dit que ce n'était pas son point d'entrée. Et le temps que ça prend en fait de rectifier, pendant ce temps, vous ne pouvez pas commencer à chercher du travail et donc vous vivez sur vos économies. Donc quand vous avez prévu peut-être, je sais pas, 3 mois d'économie, si déjà vous passez le premier mois sans pouvoir travailler et à juste courir après l'administration, ça peut vraiment vous mettre des gros bâtons dans les roues. Donc ça, on y fait attention. Je ne veux pas vous faire peur, mais je veux que vous soyez prévenus et préparés. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'une fois que vous aurez ce fameux visa, il va falloir faire votre SIN number. Alors, un SIN number, c'est quoi? C'est l'équivalent de votre numéro de sécurité sociale. Donc je ne sais pas, suivant le pays où vous êtes, comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est le numéro par lequel le gouvernement va vous identifier et savoir que ce numéro-là, c'est Astrid Moulin. Le SIN number, c'est une suite de 3 fois 3 chiffres, donc 9 chiffres au total. Quand vous êtes en PVT ou en visa de travail, c'est un numéro temporaire que vous allez avoir. Si vous arrivez en résidence permanente, c'est le numéro que vous aurez toujours. Donc par exemple, moi, celui que j'ai aujourd'hui maintenant, c'est mon définitif, mais j'en ai eu 3 avant puisque j'ai eu mon premier PVT, mon deuxième PVT, ensuite j'ai eu celui que j'ai obtenu quand j'ai eu ma résidence permanente. Et à ce moment-là, ils m'ont dit que c'est celui que je garderai toujours. Donc quand j'ai eu ma citoyenneté, ça n'a pas changé. Je crois, si je ne dis pas de bêtises, que les définitifs commencent par un 5 alors que les provisoires commencent par un 9. Cette demande de SIN number, elle se fait chez Service Canada. Donc attention, il y a 2 choses différentes. Il y a Service Canada qui s'occupe de toutes les choses qui sont au niveau national, donc au niveau fédéral. Et vous avez Service Ontario qui gère au niveau de la province. Donc ça, Service Ontario, ça va changer de nom suivant la province dans laquelle vous êtes. Et la bonne nouvelle, c'est que le Service Canada qui est dans l'aéroport à Toronto a réouvert. Donc si vous arrivez pendant les heures d'ouverture, vous pouvez faire directement cette demande à l'aéroport. Apparemment, d'après les recherches que j'ai faites sur Internet, ça se trouve au niveau du carrousel 7, à l'endroit où vous récupérez vos bagages. Si jamais vous arrivez en dehors des heures d'ouverture ou si seulement vous préférez aller vous poser tranquille dans votre hôtel ou votre Airbnb ou enfin de l'endroit où vous restez avant de vous lancer dans les démarches, vous pouvez très bien partir sans, c'est pas obligatoire. Moi, je ne l'ai pas fait à l'aéroport, il y a plein de gens qui ne le font pas à l'aéroport, c'est juste que je sais qu'il y a des gens qui aiment enchaîner suivant à l'heure où ils arrivent, mais des fois, après 8 ou 10 heures d'avion, on n'a qu'une envie, c'est vraiment aller se poser, prendre une douche. Si jamais vous décidez de le faire plus tard, il vous suffit d'aller voir sur Service Canada où se trouve le bureau le plus proche de l'endroit où vous restez. Vous regardez bien que ce soit un service qui propose, parce que tous les services Canada ne proposent pas les mêmes services. Vous regardez, hop, ils proposent le SIN number, c'est bon, je peux y aller. Vous avez aussi une autre option, c'est de faire la demande en ligne. L'inconvénient de le faire en ligne, c'est que vous n'aurez pas votre numéro tout de suite, alors que si vous allez en personne dans un bureau, vous repartirez en fait avec votre papier, avec votre numéro, donc vous pourrez déjà enchaîner la suite. À savoir que cette demande est complètement gratuite. À savoir aussi que vous pouvez nous donner une adresse temporaire quand vous remplissez les documents. Moi, c'était une adresse temporaire où je suis restée pendant 1 mois et ça n'a posé aucun problème. Et c'est bien dit de toute façon sur le site que ça n'a pas besoin d'être votre adresse définitive, c'est aucun problème, il faut juste une adresse. Attention aussi, ça c'est un numéro qui doit rester confidentiel. Les seules personnes avec qui vous allez le partager, c'est par exemple les RH quand vous allez vous faire embaucher ou votre banque, mais sinon c'est pas quelque chose que vous devez partager avec la terre entière. Et on parlait de banque, c'est une très bonne transition pour le prochain point. Le prochain point, c'est l'ouverture d'un compte en banque. Alors je vais pas rentrer dans les détails de comment choisir sa banque, tout ça, je vais juste vous donner quelques conseils. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo plus sur comment choisir sa banque.
Après, j'ai aussi une vidéo en préparation depuis des mois sur comment ça fonctionne, le crédit score, tout ça, tout ça, tout ça. C'est juste que ça prend un peu de temps et j'avoue, j'ai un petit peu repoussé, mais ça va arriver parce que je pense que c'est très très important de s'éduquer sur les finances de son nouveau pays. Donc je n'ai pas oublié, c'est toujours dans la liste des vidéos qui arriveront. C'est juste que finalement, en fait, petite parenthèse, j'ai énormément de sujets que j'aimerais couvrir et pas forcément autant de temps que ce que je voudrais. Avec toutes les idées que j'ai, je pourrais sortir presque une vidéo par jour. Je pense que j'aurais pas tout couvert encore, quoi, sur une année. Donc, ça va venir. Pour ouvrir ce compte en banque, il vous faudra le SIN number dont on vient juste de parler. Donc, c'est pour ça que je vous donne les étapes dans cet ordre-là. Les 2 conseils que je peux vous donner par rapport à la banque, c'est de regarder les offres pour les nouveaux arrivants, parce que souvent, vous allez avoir soit un cadeau. J'ai l'impression que ça se fait un peu moins maintenant, mais quand je suis arrivée en 2014, ils donnaient des iPad mini à gogo. Du coup, vous en aviez partout à vendre sur les groupes de nouveaux arrivants parce que les gens avaient besoin de plus d'argent que d'un iPad. Donc au final, ils se retrouvaient tous en vente sur Internet. Mais ce que je veux vous dire, voilà, c'est que regardez les offres parce que sans parler des cadeaux, vous allez avoir des offres parfois pour les nouveaux arrivants où les frais vont être supprimés pour la première année par exemple. Donc ça peut être intéressant. Et la deuxième chose qu'il faut regarder, c'est le nombre de guichets que vous avez dans la ville où vous êtes. Parce que si vous choisissez une banque, par exemple Desjardins qui est très populaire au Québec, je ne sais même pas s'ils ont un distributeur à Toronto. Sachant qu'on vit dans un ancien temps ici, c'est-à-dire que si vous retirez de l'argent dans un autre distributeur qui n'appartient pas à votre banque, vous allez avoir des frais. Donc c'est important, si vous êtes quelqu'un qui aime avoir du liquide, de faire attention à avoir des distributeurs de votre propre banque qui soient accessibles autour de vous, ou en tout cas qu'il y en ait assez. Par exemple, TD, il y en a de partout, Scotiabank, il y en a aussi pas mal, un peu moins. Donc c'est vraiment, voilà, à vous c'est les deux conseils que je vous donnerai par rapport à ça. Après, bien sûr, le dernier conseil, mais qui va de soi, c'est d'être à l'aise avec la personne que vous allez rencontrer. Si jamais le conseiller ou la conseillère que vous rencontrez vous met mal à l'aise ou n'est pas compréhensif par rapport à votre situation, vous n'avez pas d'engagement, vous pouvez partir, aller ailleurs. Et même dans la même banque, mais dans une autre branche, si jamais vous ne vous sentez pas à l'aise ou pas bien accueilli, ça, c'est quand même une décision importante de choisir sa banque. Donc, il faut avoir quelqu'un avec qui vous êtes à l'aise. Personnellement, moi, ça a tout changé d'avoir une banquière qui était beaucoup plus compréhensive par rapport à ma situation, qui comprenait le fait que j'étais immigrée, qui comprenait le fait que je ne comprenais pas comment ça se passait ici et que c'est vrai que des fois, elle a peut-être l'impression de me parler comme on parle à quelqu'un qui sort juste de l'école et qui n'a pas la connaissance de l'économie locale, mais elle a été hyper compréhensive. Maintenant, j'ai changé et la personne aussi que j'ai eue est très bien, il est hyper patient, il m'a expliqué plein de choses. Il m'a même montré comment faire des économies sur mes frais de banque. Il joue aussi vraiment son rôle de conseiller bancaire et pas seulement de personne qui m'envoie des papiers à signer. Il ajoute vraiment de la valeur et c'est ce que je recherchais chez un conseiller bancaire parce que je sais pas que je peux comprendre la plupart des choses par moi-même, mais si tu m'apportes pas de valeur, c'est quoi l'intérêt du coup d'être mon conseiller en fait. Voilà, c'est seulement mon avis, mais moi j'ai envie d'avoir des gens qui vont m'expliquer des choses que je ne comprends pas moi-même et qui apportent vraiment de la valeur. Ensuite, quand vous aurez choisi la banque avec laquelle vous voulez vous lancer, vous pouvez soit vous rendre directement en agence, voir s'ils ont des disponibilités tout de suite et avec un peu de chance, vous pourrez ouvrir votre compte directement. Sinon, ils vont vous proposer un rendez-vous. En général, c'est dans les quelques jours qui suivent, donc ça va assez vite. Pour l'histoire de la carte de crédit, vous pouvez tenter de demander une carte de crédit parce que souvent, on entend qu'on ne peut pas en avoir en tant que nouvel arrivant. C'est vrai que la plupart du temps, on ne peut pas en avoir, mais il y a aussi des cas de personnes qui ont réussi à en avoir juste en demandant. C'est possible que vous ayez un crédit seulement de 500 $ par exemple, mais rien que ça, en fait, ça pourra vous simplifier la vie sur certaines choses parce qu'il y a certains endroits qui ne prennent que les cartes de crédit, par exemple quand on loue une voiture. Donc, si vous pouvez le demander, demandez-le. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la carte de crédit, posez le plus de questions possible. Moi, au début, je ne comprenais pas trop comment ça fonctionnait. Maintenant, je ne vais pas dire que je suis experte, mais en tout cas, je maîtrise mieux le sujet et comme je vous disais, j'ai essayé de faire une vidéo là-dessus pour vous aider. Mais en tout cas, le plus tôt vous avez une carte de crédit, le plus tôt vous allez pouvoir commencer à construire votre crédit score. Votre crédit score, c'est la note que vous avez au niveau des banques et qui va montrer que vous êtes un bon ou un mauvais payeur. C'est ça qui va aussi vous aider après pour louer des appartements. C'est ça qui va vous aider pour faire une demande de prêt. Donc, plus tôt vous l'avez, plus tôt vous commencez à le construire. Surtout que nous, en arrivant plus tard, on est déjà en retard par rapport aux gens qui ont commencé à en avoir un à 16 ou 17 ou 18 ans.
Ne vous inquiétez pas par contre parce que par exemple moi mon crédit score il est très très bon même si je suis arrivée plus tard. Donc c'est pas au contraire parce que je pense que comme j'étais plus mature quand j'ai eu ma carte de crédit, j'ai pas fait des folies comme parfois on peut le faire quand on est plus jeune et qu'on se rend moins compte des conséquences. Donc c'est une chose que vous pouvez absolument demander, mais ne soyez pas surpris si jamais on vous dit non. Après, c'est quelque chose que vous pouvez faire réévaluer 6 mois après, 1 an après. C'est pas parce qu'on vous dit non que vous en aurez jamais. On veut juste en fait attendre que vous ayez un emploi. Et après aussi une chose importante, c'est que quand vous allez commencer à vous en servir, vous allez voir que des fois, enfin ça arrive une fois peut-être dans l'année, on va vous dire qu'au lieu des 500 $, maintenant vous êtes éligible pour 1000. Alors soit vous pouvez faire vous-même la demande en disant j'aimerais bien que mon crédit soit plus important parce que plus votre crédit est important, plus votre taux d'endettement va être bas. Parce que si vous dépensez 400 $ sur les 500 que vous avez autorisés, forcément le pourcentage il va être très haut. Si vous utilisez 400 $ sur les 5000 $ qui vous sont autorisés, votre pourcentage d'endettement il est beaucoup plus bas. Donc c'est pour ça que moi au début je voulais jamais qu'on m'augmente. Je disais non, j'en ai pas besoin. Et en fait elle m'a expliqué que c'était pas forcément que j'en avais besoin, j'avais pas besoin de l'utiliser, mais c'est juste que ça montrait que j'étais une bonne payeuse et qu'on me faisait confiance. Donc quand on vous propose de l'augmenter, vous pouvez accepter. Et si vous n'êtes pas sûr et que vous voulez pas prendre les conseils d'une fille que vous avez trouvée sur YouTube, je comprends tout à fait. Allez demander à votre conseiller bancaire qui vous explique pourquoi vous devriez accepter ou pourquoi vous devriez refuser. Je veux juste vous dire que il ne faut pas que vous refusiez automatiquement comme moi j'ai pu le faire parce que en fait ça ne me rendait pas forcément service. Et le jour d'ailleurs où j'ai voulu après changer de carte de crédit parce que aujourd'hui j'ai une carte de crédit qui couvre les assurances quand je loue une voiture, où j'ai aussi des accès au lounge à l'aéroport et il y a d'autres avantages. Celle-ci, en fait, pour l'avoir, il fallait que j'ai une limite de crédit qui soit à temps. Et en fait, moi, j'étais en dessous. Sauf que la fois où on m'avait proposé de passer au-dessus, j'avais dit non parce que je m'étais dit j'en ai pas besoin. Et en fait, c'est là aussi qu'elle m'a expliqué. Elle m'a dit non, tu devrais accepter parce que comme ça t'ouvre plus de possibilités pour la suite. Elle m'a dit et surtout, là, c'était eux qui te proposaient. Donc ça veut dire que eux, ils estimaient que tu étais éligible pour ça. Et là, comme c'est nous qui en faisons la demande, on a un risque que ce soit refusé. Donc voilà. Encore une fois, ne prenez pas les conseils d'une personne sur Internet que vous ne connaissez pas, mais prenez les pistes qu'elle vous donne, enfin que je vous donne, je ne sais pas pourquoi je parle de moi à la troisième personne, et posez des questions à votre conseiller bancaire. Voilà, c'était l'information à retenir dans cette section-là sur la banque. Maintenant que vous avez un compte en banque, il va falloir relier le compte en banque dans votre pays d'origine et le compte en banque dans votre pays d'accueil. La première chose à faire, c'est de demander à votre banque dans votre pays d'origine combien ça vous coûterait de transférer tel montant sur un compte canadien. Ne soyez pas surpris, c'est possible que le taux ne soit pas intéressant et c'est possible que les frais soient très élevés. Vous inquiétez pas, on a d'autres solutions. On est très nombreux dans le monde et pas seulement au Canada à se servir de Wise. Ça fait 50 fois que je refais cette partie parce que je ne suis pas sûre de le prononcer correctement. De toute façon, je vous aurais mis le logo ici, donc vous verrez pour le prononcer dans votre tête. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais il y a plein de choses que je prononce seulement dans ma tête ou que je lis mais que je dis pas à voix haute, ou en tout cas j'en parle rarement avec les gens. Et en fait, j'ai une façon de le dire dans ma tête, et quand je le dis vraiment à voix haute, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on le dit? C'est un de ces moments où je me dis, c'est possible que j'ai l'air complètement ridicule face à ma caméra, et que les gens de l'autre côté de l'écran rigolent en disant Oh, elle l'a vraiment pas dit correctement. Si c'est le cas, j'espère que je vous aurai fait rire. Si c'est pas le cas, tant mieux et on peut passer à la suite. L'avantage avec Waze, il me semble que ça se dit comme ça maintenant. Maintenant j'ai un doute. Je vais vous le dire de plusieurs façons et puis comme ça on y en aura bien une qui sera bonne. L'avantage en fait c'est que les frais sont beaucoup plus bas. Et d'ailleurs avec un lien que j'ai toujours dans mes vidéos, dans les descriptions, vous pouvez bénéficier du premier virement gratuit jusqu'à 850 $. Donc voilà, ça vous fera toujours économiser un petit peu, mais honnêtement, même quand vous payez les frais, c'est beaucoup moins cher en général que les banques. En ce qui concerne vraiment le transfert d'argent, c'est plutôt simple, je vous laisserai regarder sur internet, il y a plusieurs personnes qui expliquent vraiment comment faire. En tout cas, c'est pas compliqué et je voulais surtout mettre ça dans votre radar parce que c'est une question qui revient énormément sur les groupes Facebook de gens qui se demandent comment ils vont réussir à rapatrier leurs euros ici. Ensuite, maintenant que vous avez de l'argent, vous allez peut-être vouloir ouvrir une ligne de téléphone. Alors je sais que ces dernières années, il y a beaucoup de gens qui échappent à cette étape-là en gardant leur forfait français. Moi, ce n'était pas une possibilité quand je suis arrivée, donc c'était même pas quelque chose qui se discutait. Si vous préférez avoir un numéro local, ce qui est beaucoup plus simple, ce qui est beaucoup plus cher, mais ce qui est beaucoup plus simple pour chercher un emploi parce que vous aurez un numéro canadien. Je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est très simple, vous avez juste à vous rendre dans une des boutiques du fournisseur que vous avez choisi. Vous en avez plusieurs, vous avez Rogers, vous avez Bell, vous avez Fido, vous avez Virgin.
C'est à vous de choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget. Sachez juste que c'est très cher, mais ça, je vous laisserai regarder les vidéos sur le budget, combien ça coûte de vivre à Toronto. J'ai une playlist budget si vous voulez voir après cette vidéo-là. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller par exemple dans un centre commercial où vous allez avoir toutes les boutiques et vous pouvez demander dans chaque boutique quel forfait correspondrait le mieux à vos besoins et comme ça, vous pouvez comparer. En général, honnêtement, ils sont quand même assez proches au niveau des gros noms, on va dire. Bell, TELUS, Rogers, c'est quasiment la même chose. Après, c'est juste que si vous allez chez Virgin ou chez Fido, c'est un peu moins cher parce que c'est leur version low cost, on va dire. Low cost qui va absolument rien dire parce que c'est toujours hors de prix par rapport à ce qu'on payait en France. Enfin, ce qu'on payait en France. Je dois dire que ça a quand même beaucoup baissé par rapport à la dernière fois où j'ai payé un forfait en France, mais par rapport à ce que vous me dites, c'est hors de prix. C'était déjà hors de prix par rapport à ce qu'on payait en France. Et sauf qu'en France, ça a vraiment beaucoup baissé et ici, pas tellement. Ça a quand même baissé. Peut-être que vous aurez du mal à me croire, mais ça a quand même beaucoup baissé depuis que moi je suis arrivée. Parce que, en tout cas, non, le prix n'a pas baissé, mais on a plus pour le même prix, je dirais. Voilà. Parce que je crois qu'à l'époque, je payais peut-être 60 $ pour 4 ou 5 gigas, ce qui était ridicule. Moi, je leur disais, mais comment on peut survivre avec 5 gigas dans notre époque? Et on était en 2014, donc vous imaginez maintenant, c'est impossible. Mais tout ça pour vous dire que vous pouvez aller dans les boutiques directement et vous renseigner, mais vous pouvez aussi aller dans les boutiques où ils ont plusieurs fournisseurs et comme ça, vous pouvez leur demander à eux quelles promos ils ont en ce moment. Faut pas hésiter aussi, si jamais vous n'avez pas votre téléphone avec eux, vous n'avez pas d'engagement en fait. Donc vous pouvez aussi changer suivant les promos en cours. Moi, c'est ce que j'ai fait les premières années. Maintenant, je suis avec Rogers depuis longtemps et surtout, je paye mon téléphone tous les mois, donc je peux pas m'échapper comme je veux. Je change quand même. Là, voilà, j'ai changé encore la semaine dernière en leur disant bah, ce forfait-là, il m'intéresse plus et il y a beaucoup plus de flexibilité à ce niveau-là. Après, je vous dis beaucoup plus de flexibilité. Encore une fois, ça fait des années que je n'ai pas pris un forfait en France. Peut-être qu'il y a de la flexibilité aussi à ce niveau-là maintenant et que je sais juste que c'est des choses qui sont nouvelles et que je ne connais pas. Tout ça pour vous dire que comparer, allez dans les boutiques, ne vous sentez pas obligé de prendre quelque chose et même si vous avez pris quelque chose qui ne vous plaît pas, vous pouvez changer et passer à un autre opérateur assez facilement si vous ne payez pas votre téléphone avec eux. Prochaine étape maintenant, c'est le changement de permis de conduire. Donc ça aussi, il va falloir y passer si jamais vous avez décidé de vous établir au Canada. Puisqu'après 60 jours en Ontario, vous ne pouvez plus conduire avec votre permis de conduire d'origine. Donc c'est vrai que dans la pratique, qui va les contrôler si vous ne vous faites pas attraper? Moi, ce à quoi je pense, et j'ai déjà dit plusieurs fois, et je l'ai dit dans mon article où je vous explique comment changer votre permis et comment conduire à Toronto et en Ontario, c'est que si jamais vous avez un problème, potentiellement ça peut se retourner contre vous en disant que vous n'étiez pas en règle puisque vous habitez depuis tant de temps ici et que vous conduisiez avec un permis qui n'est du coup pas considéré comme légal puisque vous avez dépassé les 60 jours autorisés. Donc c'est pour ça que je vous encourage vraiment, si vous voulez conduire, à changer votre permis pour être dans les règles et être protégé. Peut-être que c'est moi qui suis super dramatique, mais je me dis toujours que si on est bien préparé, on évite des problèmes éventuels. Donc, je préfère vous partager cette information. Par contre, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire plus tard, parce que comme je vous disais, vous avez 60 jours. Donc, vous n'avez pas à vous précipiter là-dessus. Vous n'avez pas besoin de le faire tout de suite. C'est juste que comme on parle des démarches administratives, je me suis dit que c'était un point important, parce qu'on est quand même nombreux à changer notre permis. Moi, je ne l'ai pas fait la première année, je l'ai fait la deuxième année, mais parce que je n'ai pas conduit en fait. Donc, pareil, si vous ne conduisez pas, vous n'en avez peut-être pas besoin. Mais c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup plus de liberté parce que même pour louer des voitures, c'est beaucoup plus simple. Pour louer comme une auto, on ne peut pas le faire si on n'a pas un permis canadien. Donc voilà, il y a des choses quand même au quotidien où ça bloque si on garde son permis d'origine. À savoir que vous n'aurez pas forcément besoin de repasser votre permis suivant d'où vous venez en fait. C'est possible que vous puissiez juste l'échanger. Je vais vous donner la liste des pays où on peut seulement faire un échange. Donc je vais commencer par la France parce que c'est notre cas. Nous, on va seulement chez Service Ontario et ils nous font un échange. Donc on va avoir l'équivalent en fait du permis canadien. Et c'est le cas pour d'autres pays. Si jamais vous avez un permis qui vient des États-Unis, de l'Australie, de l'Autriche, Belgique, Allemagne, Grande-Bretagne, Japon, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Irlande, Suisse ou Taïwan, dans ce cas-là, vous pouvez seulement faire un échange. Si votre pays ne fait pas partie de cette liste-là, il va falloir repasser votre permis. Et alors là, après, je vous laisse vous renseigner. J'en ai déjà parlé dans un de mes vlogs au mois de février, si vous voulez aller voir quand Monsieur Chaton est en train de passer le sien. Donc, vous aurez plus d'informations à ce niveau-là dans ce vlog et je vous mettrai le lien dans la barre de description. Pour faire cet échange et faire valoir votre expérience de permis à l'étranger, donc dans votre pays d'origine, il va falloir un document officiel du gouvernement de votre pays d'origine qui vous a donné le permis de conduire pour dire que vous avez été un bon conducteur.
Dans notre cas, c'est le relevé d'informations restreint qu'il va falloir demander à votre préfecture. Je vous souhaite énormément de courage parce que autant j'ai des gens autour de moi qui m'ont dit que ça a été hyper simple, autant il y a des gens qui m'ont dit que ça a été une misère incroyable. Moi, ça n'a pas été une misère incroyable pour l'avoir. La partie la plus difficile, ça a été de trouver le bon interlocuteur. Mais il me semble que depuis, en tout cas pour la préfecture de l'Ardèche, parce que c'est là que mon permis a été établi, ça a été changé et maintenant c'est plus simple. Mais à l'époque, c'était hyper difficile à trouver sur le site. Donc un petit peu de courage pour trouver comment les contacter, mais il y a des préfectures où c'est hyper simple. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, chacun sa chance, quoi. Attention, ce document doit être officiel, donc si jamais il n'est pas tamponné, vous pouvez le faire tamponner et le rendre officiel en allant au consulat, tout simplement. Ensuite, une fois que vous avez tout ça, vérifiez bien le service Ontario auquel vous allez vous rendre, parce que c'est possible que ce soit pas un service Ontario qui propose la partie permis de conduire. Sur place, il faudra vous présenter avec votre permis d'origine, il faudra vous présenter avec une pièce d'identité et il faudra être prêt à payer les frais. C'est à peu près une centaine de dollars pour 5 ans puisque le permis se renouvelle tous les 5 ans ici. Sur place, qu'est-ce qu'on va vous demander? On va vous demander de remplir des documents, mais aussi on va vous prendre en photo et on va vous faire un test de vision. Donc surtout dans mon cas quand j'ai des lunettes, parce que sur mon permis, il y a écrit que j'ai besoin de porter des lunettes. À savoir que quand vous allez faire votre échange de permis de conduire, ils vont récupérer votre permis de conduire d'origine. Donc si jamais vous avez envie de garder une trace de votre permis de conduire, prenez-le en photo. Moi, je me rappelle, j'ai un boomerang du moment où j'étais en train de le donner à l'agent parce que c'était un moment où je me disais, je sais pas, maintenant j'ai complètement digéré et je suis passée à autre chose. Mais c'était une étape en fait de plus dans mon intégration dans ma vie canadienne. Je l'ai fait fin 2017, je m'en rappelle encore vraiment parce que c'était une étape de laisser ce petit papier rose qui en plus depuis n'existe plus en France. Je sais qu'il n'est plus comme ça, mais à savoir que si jamais vous voulez garder une trace, il faut le prendre en photo avant parce qu'ils vont le récupérer. Vous recevrez en échange un permis canadien entre 4 et 6 semaines plus tard. J'ai dit brièvement plutôt que le permis expirait. Ici, effectivement, tous les 5 ans, il va falloir repayer votre permis. La date d'expiration, c'est votre date d'anniversaire. Donc avant, moi, c'était la date à laquelle je l'avais fait parce que c'était par rapport à mes visas. Mais maintenant, je viens de vérifier à l'instant, c'est bien ma date d'anniversaire alors que je ne l'ai pas fait au moment de mon anniversaire. Je l'ai fait peut-être un mois avant ou quelque chose comme ça. Donc, c'est à ce moment-là où il va falloir repayer tous les 5 ans pour conserver votre permis, sinon il expire. Vous n'avez pas besoin de venir avec une photo d'identité puisqu'on prendra votre photo sur place, donc c'est quand même pratique parce que vous êtes sûr qu'elle va être au bon format. Vous vous posez sûrement la question, mais est-ce que je peux conduire en France quand je rentre avec mon permis canadien? Oui, aucun problème. Moi, je conduis tout le temps quand je rentre en France et j'ai jamais eu aucun problème. En même temps, je touche du bois, je me suis jamais fait arrêter, mais je sais que légalement, on a le droit parce que c'est qu'en fait, finalement, on est comme des Canadiens qui viennent en vacances. Avec un permis étranger, donc on a totalement le droit de conduire. Une autre chose aussi importante, c'est qu'à chaque fois que vous déménagez, il va falloir mettre à jour votre adresse sur votre permis de conduire. Donc ça se fait facilement en ligne, c'est rapide et quelques semaines après, vous allez recevoir un nouveau permis de conduire avec votre nouvelle adresse. La raison en fait, c'est que votre permis, il vous sert non seulement de pièce d'identité, mais il vous sert aussi de preuve de domicile. Donc c'est grâce à ça que vous allez pouvoir montrer votre adresse dans certains endroits. Donc c'est vraiment un document qui doit être tenu à jour. La petite chose que je voulais vous dire aussi, c'est par rapport à l'expiration, j'ai oublié de vous mentionner que vous pouvez vous enregistrer sur le site de Service Ontario pour recevoir une alerte 90 jours avant le moment où votre permis va expirer. Comme ça, vous pouvez aller rapidement à Service Ontario et le faire renouveler. Une autre question que vous avez sûrement, c'est comment ça se passe si je rentre en France définitivement et que je veux récupérer mon permis français? À ce niveau-là, les situations, elles sont toutes différentes. Il n'y a pas de règles très claires et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est très flou. J'ai des gens qui sont rentrés, qui ont essayé de le récupérer, qui ont passé des mois à courir après l'administration et ça n'a pas fonctionné. J'ai des gens qui ont eu zéro problème pour le récupérer. J'ai des gens qui ont dit qu'ils l'avaient perdu, c'est illégal. Mais à un moment donné, ils se trouvaient tellement coincés qu'il leur fallait quand même une preuve qu'ils avaient le droit de conduire. Donc voilà, je vous donne juste ces pistes-là en vous disant bon courage, c'est votre cas, parce que je sais que ça a l'air très compliqué. Ensuite, on change de carte et on va parler de la carte OHIP. Donc OHIP, c'est la sécurité sociale ici. J'ai une vidéo complète sur le système médical à Toronto que je vous mettrai aussi dans la barre de description. Là, je vous explique beaucoup plus en détail. Là, on va un peu plus survoler parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais
je vous encourage à faire votre carte de santé OIP parce que c'est ça qui va vous permettre d'aller chez le médecin sans avancer les frais. C'est ça qui va vous permettre d'aller chez le gynéco, de faire des prises de sang aussi sans avoir besoin d'avancer de l'argent. C'est ça aussi si vous allez à l'hôpital qui va vous couvrir. Donc, c'est vraiment, vraiment super important. Même si vous avez une assurance PVTiste ou même si vous avez une assurance personnelle, s'il vous plaît, faites votre carte de santé. Vous y avez droit du moment où vous travaillez, même si vous êtes en PVT. Vous y avez droit si vous avez un contrat permanent ou si vous avez un contrat de plus de 6 mois. Si vous êtes en résidence permanente, c'est pas du tout la même histoire. Vous y avez droit quoi qu'il arrive. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas en PVT qu'ils y ont droit. Et moi, la première quand je suis arrivée, sauf que c'est quelque chose auquel vous cotisez, donc autant en profiter. C'est pareil, ça se fait chez Service Ontario. Attention parce que là, par contre, pour la première carte, c'est pas tous les services Ontario qui le font. Il me semble de mémoire que c'est le 777 Bay Street qui le fait, donc c'est Bay et College. Vérifiez bien sur Internet avant de vous déplacer pour être sûr qu'ils proposent la première carte. Après, pour renouveler, c'est pas la même chose, mais la première carte, il me semble qu'il y a très peu d'endroits qui le font, donc vérifiez bien ça. Comme pour le permis, la photo sera faite sur place, donc vous n'avez pas besoin d'amener vos photos. Comme pour le permis, il faudra mettre à jour quand vous déménagez pour que votre adresse soit toujours à jour. La carte, elle est gratuite et les documents à fournir vont changer entre les résidents permanents et les PVTistes ou ceux qui ont un permis de travail. Je vous mettrai le lien de l'article où j'en parle sur mon blog et dedans vous avez les liens officiels du site de Service Ontario. Comme ça, vous pouvez même vérifier si c'est encore à jour parce que, encore une fois, ces vidéos, elles sont faites à un instant T. C'est possible que ça change après. Le seul conseil que je vais vous donner, c'est que pour les PVTistes et les gens qui sont en permis de travail, vous allez devoir fournir une lettre de votre employeur. Il faut que ce soit une lettre originale. Vous ne pouvez pas imprimer un mail qu'on vous a envoyé. Vous ne pouvez pas imprimer le document qu'on vous a envoyé. Il faut vraiment que ce soit un document qu'on vous a envoyé à votre adresse à vous et ensuite que vous allez présenter à Service Ontario. Ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous le dis, c'est que quand je travaillais pour les pages jaunes, ils m'avaient envoyé ça du bureau de Montréal en m'envoyant ça par mail en disant bon, c'est bon, c'est parfait, tu l'imprimes au bureau. Et je me suis fait refuser. On m'a dit qu'il fallait vraiment que ce soit l'original. Donc je mets l'accent là-dessus pour que vous n'ayez pas à perdre votre temps comme moi j'ai pu le faire en 2017. Et pour clôturer sur cette partie-là, quand vous allez faire votre demande de carte de santé, on va vous demander si vous voulez être un donneur d'organes ou pas. Et c'est quelque chose qui va être noté sur votre carte de santé dans le dos. Donc ça veut dire que si vous arrive quelque chose, automatiquement, ils vont savoir si vous êtes donneur d'organes ou pas. Je viens bien de vérifier que derrière ma carte à moi, il y a bien écrit donneur. Voilà. Donc si ça peut aussi vous faire réfléchir sur le sujet, parce que c'est un sujet sur lequel on ne réfléchit pas toujours, surtout quand on est plus jeune. Malheureusement, c'est quelque chose où j'ai été confrontée très tôt, parce que j'avais peut-être, c'était avant que je parte la première année au Canada, donc c'était 2010, à ce sujet-là dans mon entourage. C'est pour ça que c'est un sujet qui m'a beaucoup fait réfléchir et que aujourd'hui j'ai tout de suite coché donneur parce que la réflexion était déjà faite. Si jamais c'est une réflexion qui vous prend un petit peu plus de temps, vous pouvez faire la modification par la suite. Et on arrive au dernier point et on va parler de l'importance de s'enregistrer sur les registres des Français à l'étranger. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les pays. J'imagine que les consulats tiennent une liste de leurs ressortissants dans les pays étrangers. Donc, j'imagine que vous pouvez aussi vous enregistrer au consulat, même si vous n'êtes pas français, donc dans votre propre consulat. Mais je vous encourage grandement à vous enregistrer auprès de votre consulat sur les registres des Français à l'étranger ou des remplissez avec votre nationalité à l'étranger si vous avez prévu de rester plus de 6 mois dans un pays. Et ça, c'est un conseil en fait que je vous donne pour le Canada, mais que je vous donne pour tous les autres pays. Et vous vous demandez peut-être pourquoi c'est important de s'inscrire sur les registres des Français à l'étranger. C'est important déjà pour le recensement des Français à l'étranger. Ça permet d'avoir une meilleure représentation de combien d'entre nous vivent à l'étranger, parce qu'il y a des discussions qui se passent au sujet de notre statut de Français à l'étranger, par exemple au gouvernement. Et suivant le nombre qu'on est, en fait, ça peut changer les choses. Ça peut montrer aussi l'importance, en fait, de s'intéresser à nos cas, de nous qui vivons loin de notre pays d'origine. Donc, c'est vraiment important de vous y inscrire. Ensuite, pour des besoins de rapatriement, alors c'est sûr que quand on pense au Canada, c'est un pays où on est en paix, c'est un pays où on n'est pas en danger, donc on ne pense pas forcément, mais c'est important aussi, c'est important en fait pour la France de savoir combien de ses ressortissants vivent dans tel pays. Encore une fois, là on est dans un pays où on n'a pas de problème, mais ça c'est un conseil que je vous donnerai pour tous les pays en fait, n'importe où vous alliez vivre. C'est qu'il y a des pays où vous allez vivre, peut-être qu'il y a des problèmes politiques, peut-être aussi qu'il y a des problèmes de catastrophes naturelles et en fait de savoir combien de Français sont dans le pays,
Ça aide à être sûr qu'on va vous chercher si jamais il y a un problème ou qu'on puisse vous rapatrier si jamais ça devient trop dangereux dans le pays. Donc c'est quelque chose vraiment de ne pas prendre à la légère suivant où vous vivez parce que ça peut vraiment avoir un gros impact sur votre vie, sur votre quotidien et sur votre potentiel à rapatriement. Une autre raison de s'inscrire sur ces listes-là, c'est que ça va vous permettre de voter pour les présidentielles. Alors on fait partie des quelques pays, parce que ce n'est pas le cas de beaucoup de pays, où on peut voter pour les présidentielles même si on ne vit plus dans notre pays d'origine. Alors je pensais que c'était normal et en fait je me suis rendu compte quand on a voté l'année dernière que c'était pas normal et qu'il y a plein de pays où du moment où vous ne vivez plus dans votre pays, vous perdez le droit de vote au présidentiel. Et je peux vous garantir que les gens s'en servent de leurs droits parce que à Montréal, c'est l'année dernière, il me semble que ça a été incroyable, il y avait tellement de monde, il y avait tellement d'attentes. Toronto, l'année dernière, c'était mieux, mais il y a 5 ans, c'était une attente interminable. Et donc ça, c'est obligatoire si vous voulez voter pour les présidentielles. Ensuite, ça va aussi faciliter vos démarches administratives. Par exemple, s'il faut renouveler votre passeport français, si vous voulez renouveler votre carte d'identité française, toutes ces choses-là seront simplifiées si vous êtes déjà enregistré sur le registre des Français à l'étranger de votre consulat. Dans le cas des enfants, ça peut leur permettre de postuler pour des bourses, mais ça peut aussi leur permettre de participer au recensement pour la journée de défense et de citoyenneté. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont assez importantes pour être une bonne raison de s'inscrire. En plus, l'inscription est vraiment rapide, ça se fait en 10 minutes en ligne. Il vous faut une pièce d'identité, une photo d'identité et un justificatif de domicile. C'est tout. Donc vraiment, moi j'ai mis hyper longtemps à le faire. Donc je ne suis pas en train de vous dire « Ouh là là, vous ne l'avez pas fait, vous pointez du doigt ». Moi j'ai mis longtemps à le faire, c'est pour ça que maintenant j'essaie d'encourager les autres à le faire. Attention, à savoir que quand vous allez vous inscrire sur les registres des Français à l'étranger de votre consulat, ça va vous supprimer des listes électorales de votre ville. Donc maintenant, en fait, je ne peux plus voter pour le maire de mon village, parce que moi j'étais toujours inscrite sur les listes électorales de mon village, ce qui en soi n'est pas grave parce que je ne vis plus là-bas et donc j'ai pas forcément mon mot à dire parce que je le vis pas au quotidien. Et la raison, en fait, c'est qu'au lieu d'être sur la liste électorale de ma ville ou de mon village, dans mon cas, je suis sur la liste pour élire les représentants des Français de l'étranger au Canada. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait l'année dernière et je crois que c'est tous les 6 ans, donc vous êtes tranquille pour un petit moment, mais on élit en fait des personnes qui vont nous représenter au gouvernement et qui vont défendre nos intérêts en tant que Français à l'étranger. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que c'était assez clair, j'espère que ça vous a donné assez d'informations, j'espère que ça n'a pas duré 45 minutes non plus, parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé, mais il y a tellement de choses à dire et je veux que vous soyez le mieux préparé possible, donc je ne voulais pas laisser de côté trop de détails. Si jamais vous avez passé un bon moment avec moi et que vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir, ça m'encourage à continuer. Vous pouvez aussi bien sûr me rejoindre sur Instagram pour profiter de Toronto entre les 2 vidéos qui sortent toutes les semaines. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.